On va parler vélo, on va parler cyclisme, le coup tordu, le 350e épisode du coup tordu. Le coup tordu, ça parle vélo, ça parle cyclisme. Le coup tordu, c'est le podcast des passionnés pour les passionnés. Alors je vais resituer quand même un petit peu pour les nouveaux auditeurs du coup tordu, parce que je sais que vous êtes nombreux à nous rejoindre en cet été 2025. Dans le coup tordu, on est trois, il y a la Tib, le plus passionné des passionnés que vous retrouverez d'ici quelques jours. On vous prépare une grosse émission d'ailleurs pour la Vuelta 2025, le retour d'Enzo également, alias Phoenix, Enzo qui vient de mettre au monde son deuxième petit garçon, donc Enzo qui a pouponné ces dernières semaines, mais voilà, vous le retrouverez pour la grande preview de la Vuelta 2025. Alors je sais pas encore, là je suis en train d'enregistrer cet épisode le mercredi 13 août. Je sais pas encore si on enregistrera mercredi ou jeudi prochain. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous aurez le format habituel, vous aurez 5 épisodes. Notre fameux format spécial Grand Tour avec un épisode consacré au parcours et au classement général, un épisode au classement consacré au classement par points, un épisode pour le classement de la montagne, un épisode pour les électrons libres, les mecs qui vont prendre les échappées chers aux joueurs de fantasy, notamment aux joueurs de Side Limit. Et enfin, bien évidemment, un épisode pour le Team Classification. Cet épisode est consacré à la 3e étape du Tour du Danemark 2025. Donc, je suis en solo pour cet épisode. J'ai pas fait d'épisode pour la 2e étape. J'avais pas grand chose à dire sur cette 2e étape. On a vu un sprint avec la victoire de Søren Warentscheld. Alors, je reviens sur ce que je vous ai dit sur l'épisode précédent, donc sur la première étape. Alors, je me suis complètement foiré sur l'analyse de la première étape. Je voyais plutôt un sprint massif et du coup il y avait une petite bosse à quelques kilomètres de l'arrivée qui était pas très longue, elle faisait que 700 mètres cette bosse, mais en tout cas les Lidl Trek et Mats Pedersen ont réussi à foutre le feu dans cette bosse avec un petit groupe qui s'est échappé, qui a rejoint ce qui restait de l'échappée matinale, et Mats Pedersen a réglé tout le monde au sprint. Et ce qui est bizarre, c'est que cette erreur, on va dire, d'analyse fait quand même nos affaires au niveau betting, vu que je vous le rappelle, on a un PLT, on a pris Mats Pedersen à 2,10 au classement général sur ce Tour du Danemark, donc on a pris une value de dingue. Désormais il est aux alentours de 1,12, 1,13. Alors après, ça veut pas dire qu'il va gagner, mais ça veut dire qu'en tout cas la value était là. Donc des fois, voilà, on peut se planter sur l'analyse, mais ça peut aussi faire les affaires niveau betting. Et au niveau des sprinters, j'avais des doutes sur Philipsen. Il est en phase de reprise actuellement après sa chute sur le Tour de France. Il n'y a pas eu de préparation spécifique pour ce Tour du Danemark. Il n'y a pas eu de stage en altitude. Son train, il n'y a pas Mathieu Van Der Poel, il n'y a pas Oscar Risbeck, on n'a pas de Callum Groves. Bon, voilà, je vous avais dit que je sentais plus le collectif UnoX et Søren Warentscheld à la pointe de ce collectif un petit peu mieux. Bon, j'ai pas pris de pari, mais c'est ce qu'on a vu en tout cas sur la 2e étape. Pour moi, c'est pas Philipsen qui a vraiment été battu par Warentscheld, c'est tout simplement les UnoX qui arrivent sur ce Tour du Danemark avec une bien meilleure équipe que l'équipe alpecin. Juste avant d'analyser ce contre-la-montre, 3e étape du Tour du Danemark, c'est un contre-la-montre de 14 km. J'ai beaucoup de choses à vous dire sur ce contre-la-montre. On va débuter l'actualité vélo. Alors je vous rassure, je vais pas en faire des caisses et des caisses, mais le sujet n'en finit plus sur Pauline Ferrand-Prévot et sa fameuse perte de poids de 4 kilos qui fait réagir et réagir et encore rebondir sur les réseaux sociaux. Je voulais simplement remettre 2-3 petits trucs dans le contexte pour les Ping Jong-young des réseaux sociaux, ceux qui se donnent le droit de dire aux autres ce qu'ils ont le droit de dire dans des podcasts ou sur les réseaux sociaux et ce qu'ils n'ont pas le droit de dire. Alors je vous rassure, ils sont pas très nombreux, mais il y en a quand même 2 ou 3, et les 2 ou 3 qui m'ont accusé un petit peu de misogynie. Alors je vous rappelle quand même que le débat a été lancé par Cédrine Carbaol en plein Tour de France avant la victoire de Pauline Ferrand-Prévot, qui mettait en alerte sur des risques de troubles alimentaires pour les cyclistes féminines. Ensuite on a eu Demi Vollering. Maintenant on a Marlène Rosser qui, en plus d'être une grande championne, et aussi docteur, voilà, elle a fait une sortie médiatique aujourd'hui pour alerter sur les dangers, les risques d'anorexie chez les coureuses professionnelles. Et maintenant, c'est le syndicat des cyclistes professionnels qui s'y met aussi. Donc ceux qui, voilà. Alors j'entends les arguments, on peut débattre, on peut échanger, il n'y a pas de problème. Il y a un camarade sur X, sur Twitter tout à l'heure, il me dit voilà, Pauline Ferrand-Prévot, elle fait ce qu'elle veut avec son corps, voilà, pour moi il n'y a rien d'illégal. Je me dis pas de problème, j'entends les arguments, je suis même pas contre cet argument-là, simplement je pose des questions, je m'interroge. Je suis là dans le
podcast pour m'interroger, pour me poser des questions et pour échanger avec vous. Maintenant, encore une fois, les 2-3 Ping Jong-young des réseaux sociaux qui m'accusent à la fois de diffamation et de misogynie, allez aussi accuser de diffamation et de misogynie Cédrine Carbaol, Marlène Rosser ou encore le syndicat des cyclistes professionnels féminines. N'ayez pas votre indignation à géométrie variable. Moi, je suis simplement sur leur position, hein. Ni plus ni moins, et je tire pas de conclusion. Je m'interroge à partir du moment où un débat est lancé publiquement, et le débat est, on va dire, absolument partout. Pourquoi moi, Vincent Prévost, dans le coup tordu, je n'aurais pas le droit aussi d'en parler et d'échanger avec vous? Enfin voilà, c'est bon. Voilà, après c'est pas grave, hein. Les Ping Jong-young, c'est aussi quelque chose qui fait monter le coup tordu dans les algorithmes. Ça permet de faire grossir le compte Instagram, le compte TikTok, et tout ça au final, voilà, c'est aussi positif pour notre grand projet qui s'appelle le coup tordu. Mais encore une fois, argument contre argument, j'ai absolument aucun problème avec ça. Et puis ceux qui cherchent à créer des sujets dans le sujet, Pogacar et machin, mais vous savez pas ce qu'on raconte sur Pogacar. Enfin voilà, encore une fois. Mais voilà, je sais que c'est des gens qui écoutent pas forcément le podcast, mais voilà, je voulais simplement recentrer le débat. C'est pas un débat qui a été inventé par le coup tordu. Voilà, c'est une discussion qui n'en finit plus depuis la victoire de Pauline Ferrand-Prévot. Et je le répète encore une fois, et je le redis, elle mérite amplement sa victoire et c'est une immense championne. Et pour moi, il y a zéro débat là-dessus. Deuxième sujet, je voulais qu'on en parle, Philippe Wagner. Alors si vous tapez sur YouTube, vous tapez Philippe Wagner, vous allez sur la chaîne YouTube de France 3 Bourgogne. Alors il a fait une petite interview de 2 minutes avant-hier à France 3 Bourgogne. Alors vous le savez, Philippe Wagner qui a monté son équipe cycliste au départ il y a quelques années au rang amateur. Ils sont montés en Conti l'année dernière. Il était sponsor principal de son équipe. Et cette année, pour monter en Pro Team au 2e échelon mondial, Philippe Wagner s'est associé avec la Bingol, qui est devenue la Wallonie-Bruxelles. L'équipe Bingol ne pouvait plus, le Bingol qui est un bookmaker en Belgique, à cause du changement de loi en Belgique, ne pouvait plus sponsoriser cette équipe cycliste. Donc il a fallu trouver d'autres partenaires, il a fallu trouver d'autres sponsors, et donc ça a donné l'équipe Philippe Wagner Wallonie-Bruxelles. Alors c'est en train de partir en sucette, clairement, de manière claire, nette et précise. Globalement, il manque 1 million d'euros dans la caisse. Alors Philippe Wagner, dans son interview, dit qu'il ne mettra pas la main à la poche, que quand il a signé avec l'équipe belge, donc l'équipe de Chris Brandt avec la Wallonie-Bruxelles, il explique qu'il y a d'autres partenaires qui auraient dû rentrer dans le projet et qui ne sont jamais venus. Et puis globalement, il explique aussi dans l'interview que sur le sportif, il a pas vraiment son mot à dire, et que en gros, voilà, les Belges lui ont simplement pris son pognon et ferme ta gueule. Alors, je vais vous donner mon analyse de la situation. C'est mon analyse personnelle. Peut-être que je me plante, peut-être que je raconte n'importe quoi, mais je vais essayer de recouper un petit peu sur tous les éléments qu'on a eu, notamment dans le coup tordu, et ce que j'observe depuis des mois et des mois. Et je le redis, j'ai eu des coureurs dans le podcast, je n'échange pas avec eux sur le sujet, donc j'ai aucune info qui vient de l'intérieur. Je casse pas les couilles aux coureurs avec ça. Je le dis pour les prochains coureurs qu'on recevra dans le coup tordu, je suis pas un mec qui va venir vous saouler à la fois pour avoir des infos qui pourraient servir à du fantasy, à des paris ou au coup tordu. Je suis absolument pas là-dedans. Alors je vais remonter à l'interview d'Alexis Guérin. Alexis Guérin qu'on a reçu l'année dernière dans le podcast. Alexis Guérin qui était dans l'équipe Philippe Wagner. Et à cette époque-là, il n'était pas du tout question que Philippe Wagner fusionne avec la Bingol. Et Alexis Guérin, en 2023, il était justement dans cette équipe Bingol. Et quand on lui parle de la Bingol, je crois que c'est même lui qui vient sur le sujet naturellement, il torpille l'équipe. Voilà, il torpille l'équipe, il torpille le staff. Voilà, pour lui, il n'y a pas de collectif, il n'y a pas d'esprit d'équipe. Moi, je remets pas de pièces dans la machine parce que je suis pas là pour tirer sur les uns et sur les autres. Mais je sens qu'il en avait gros sur la patate. Donc Alexis Guérin fait sa saison à Philippe Wagner. Super saison, grosse saison d'Alexis Guérin l'année dernière. Et au moment où il y a la fusion Philippe Wagner-Bingol, je me dis, à mon avis, Alexis Guérin, je pense direct à lui. Je me dis, il va pas vraiment faire partie du projet. Alors on rappelle l'année dernière qu'en Conti, Philippe Wagner réalise une très très bonne saison. Je crois qu'il y a, je sais plus combien, une petite dizaine de victoires quand même de Pierre Barbier, qui a été très très chaud, mon Pierrot, en 2024.
qui a clairement fait la meilleure saison de sa carrière. Donc il y a eu des succès, ils ont montré le maillot. Voilà, c'était vraiment, on sentait qu'il se passait quelque chose, en tout cas dans cette équipe. Quentin Bézac a flambé sur le Tour de Guadeloupe. Donc vraiment, il y a eu des choses très très bien. Donc fusion entre les deux équipes, on se retrouve seulement avec deux coureurs de Philippe Wagner qui se retrouvent du côté de cette nouvelle structure ProTeam, structure belge, à savoir Pierre Barbier et Quentin Bézac qui récupère un contrat au dernier moment, sachant que Gwen Leclinch a refusé le contrat pour mettre un terme à sa carrière. Au passage, Quentin Bézac, qui est le dernier à avoir eu un contrat, mais qui est pour l'instant le seul en 2025 à avoir remporté une victoire pour Philippe Wagner, c'était le contre-la-montre inaugural du Tour de Sarja qu'il avait remporté avec quelques millièmes de seconde d'avance sur Tara Machine, alias Ren Taramay. Alors moi, ce qui se passe actuellement, c'est ce qui m'a fait peur. Voilà, j'avais vraiment la crainte de ce qui se passe en ce moment, et je vais vous dire un petit peu ce qui m'a mis la puce à l'oreille et ce qui m'a mis le doute. Alors non pas quand on a reçu Pierre Barbier ou Quentin Bézac dans le podcast, parce qu'ils étaient hyper contents de signer dans cette équipe et tout avait l'air de bien se passer, mais plutôt quand on a eu Gilou et quand on a fait le grand podcast Mercato 2025 avec l'ami Gilou. C'était au tout début de l'année, on avait fait un volet spécial Belgique qui avait duré 3/4 d'heure à peu près, et quand je lui parle donc de cette fusion, il a eu un petit sourire en coin, et moi je sais que Gilou, il connaît très très bien cette structure, il connaît très très bien cette équipe. Il a eu un petit sourire en coin et je me suis dit aïe aïe aïe, j'ai peur qu'en fait Philippe Wagner, entre guillemets, ils le prennent un petit peu pour un con. À savoir, en gros, voilà, ils ont pris son pognon et le reste, ils en ont absolument rien à foutre. Et Philippe Wagner, si vous voulez, pour moi, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Alors, il vise le Tour de France. Je crois qu'il avait parlé du Tour de France pour 2030 ou 2032. C'est un entrepreneur, donc Philippe Wagner, les charcuteries, évidemment. C'est quelqu'un qui est ambitieux. Moi, il me fait penser, dans le foot, si je fais un parallèle, il me fait penser à Louis Nicolin. Et je suis sûr, j'avais lancé une invitation à Philippe Wagner, alors via les réseaux sociaux. On m'avait dit qu'on me ferait un retour, on n'a jamais de retour. J'aurais aimé l'avoir en interview, mais je suis sûr que à la fois dans l'entrepreneuriat, et peut-être que je me plante, mais à la fois et dans l'entrepreneuriat et dans sa vision du sport, je suis sûr que pour lui, Louis Nicolin est un exemple. Louis Nicolin, au départ, vous connaissez un petit peu l'histoire, les entreprises de propreté, les camions poubelles, voilà, il met son argent dans le sport, et vous connaissez l'histoire avec son équipe, Montpellier qui part de DH à la première division et qui termine même champion de France. Alors je sais plus exactement quelle année, mais Montpellier a été champion, a gagné la Coupe de France. Ils ont disputé des Coupes d'Europe. Vous connaissez tous la story. Aujourd'hui, c'est le fils de Loulou Nicolin qui est à la tête du club. Donc moi, je pense que ce monsieur Philippe Wagner, il voit un petit peu les choses de la même manière, sauf que l'ADN Philippe Wagner, en tout cas ce qu'on a vu en Conti l'année dernière, je le ressens absolument pas cette année du côté de l'équipe ProTeam Philippe Wagner-Bazin. Il y avait un collectif l'année dernière, il y avait un vrai collectif. Là cette année, j'ai plutôt l'impression, moi je trouve par exemple que sur le tour, sur l'Alou-La Tour, Pierre Barbier, il a eu le mérite d'aller chercher 2 top 10. Maintenant, si vous avez 2 ou 3 sprinteurs qui sprintent un peu pour leur tronche et que vous vous retrouvez face à Tim Merlier, qui lui arrive avec son train en ordre de bataille ou des World Tour, mais en réalité, vous n'avez aucune chance d'exister. Déjà, au départ, les chances sont pas énormes parce que vous vous retrouvez face à des mastodontes du sprint mondial. Mais si, comme une équipe en Coupe de France de National 2 ou National 3, vous avez envie d'avoir une petite chance face à l'équipe de première division qui joue la Coupe d'Europe, faut mettre vraiment tout ce qui va de votre côté. Donc j'ai trouvé ça un petit peu au niveau des stratégies, il y a des stratégies que j'ai trouvé un petit peu spéciales, un petit peu particulières. Donc voilà, je pense qu'il y a des choses qui vont se dire pendant l'hiver. Alors à savoir quand même que pour être factuel et expliquer ce qui se passe à l'heure qu'il est, donc il y a un trou dans la caisse du côté de l'équipe Wallonie-Bruxelles, donc la structure de la Big Goal. On ne sait pas si elle sera encore dans le peloton en 2026. Parce qu'il faut des sponsors et il faut des sous. Il faut déjà 1 million d'euros, encore une fois, pour terminer l'année. On sait qu'au niveau de la Belgique, au niveau du business dans le vélo, ça va pas très très bien. Il y a la fusion entre Intermarché et la Lotto. Donc il y a pas non plus des mecs avec des millions et des millions d'euros pour aller vous faire des équipes, ne serait-ce que des équipes ProTeam compétitives. Ce qui est sûr, c'est que moi, sur l'interview que j'ai vue de Philippe Wagner, allez la voir, ça dure 2 minutes, ça vous donnera votre propre idée. C'est qu'il a toujours la dalle, il a toujours envie de faire des choses.
chose et je trouve que son idée, pour se projeter un petit peu vers l'avant, son idée de se rapprocher de structures comme Etup ou comme Dijon, qui sont de gros clubs formateurs où il y a des vrais bons coureurs, Quentin Béza par exemple, qui a été formé là-bas. Donc il y a des ça fait partie des meilleures structures amateurs et donc avoir si vous voulez une sorte de modèle en continental au 3e échelon français, un petit peu sur le modèle nantais ou un petit peu sur le modèle niçois, sachant que l'Est de la France est aussi un gros bastion de cyclisme, bah moi je trouve que son idée elle a du sens, je trouve que son idée elle est hyper cohérente et si jamais ça se fait, nous à notre niveau, à notre petit niveau, dans le coup tordu, on sera là pour parler de ce projet, en tout cas pour le soutenir et voilà, j'espère en tout cas que Philippe Wagner restera dans le peloton cycliste professionnel et j'ai pas trop de doutes là-dessus. Le dernier sujet dont je voulais vous parler, je vous en ai parlé un petit peu dans l'épisode précédent. Alors, on sort un tout petit peu du vélo. Vous connaissez tous Zach Nani, ce fameux streamer. Je sais pas comment on peut dire. Voilà, créateur de contenu. Enfin, hyper puissant en France. Il a monté des business. Je crois qu'il a des restaurants, des trucs. Enfin voilà, l'un de ces gars qui a prospéré grâce à YouTube, grâce aux réseaux sociaux. Au départ, il partait des jeux vidéo. Il a monté sur Twitch. Enfin, je connais pas exactement son histoire, mais je sais que Zach Nani, c'est un mec qui pèse réellement. D'ailleurs, dans son émission Zach en roue libre, où il reçoit très souvent d'anciens footballeurs, c'est hyper intéressant. Il a fait une première émission sur le cyclisme, je vous en parlais la dernière fois avec Valentin Madouas. C'était vraiment très sympa à suivre. Et voilà, donc pour revenir à ça, pourquoi je vous parle de Zach Nani ? Parce que Zach Nani, vous êtes peut-être au courant, il vient de racheter les droits du championnat de foot saoudien. Pour le diffuser sur ses réseaux, je pense notamment de manière gratuite sur sa chaîne Twitch. Moi, je trouve que là, on met le doigt sur une révolution en matière de diffusion sportive. Je dis bien, je pèse bien les mots, une véritable révolution. Pour moi, il y a eu une révolution déjà le 10 novembre 1984, quand Canal+, pour la première fois, a diffusé un match de Ligue 1 en direct. J'avais 8 ans, j'étais derrière mon écran, le fameux Monaco-Nantes. Pour moi, ça c'est... pour moi, quelque chose qui va faire date. Alors, Zach Nani dit qu'il a déboursé une somme à 6 chiffres pour récupérer les droits du championnat saoudien. Alors là, je vais peut-être faire un petit peu le complotiste. J'y crois pas trop. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi, je pense que les mecs qui gèrent le championnat saoudien, leur intérêt, c'est que le championnat saoudien soit diffusé sur des chaînes, les plus grosses chaînes possibles, évidemment, en Europe. Sauf qu'à mon avis, il doit pas forcément y avoir beaucoup de demandeurs ou beaucoup d'acquéreurs. Donc, eux, ils se disent, à mon avis, dans leur logique, c'est de se dire, bon les gars, vu que vous voulez pas de nous, vous savez quoi, on va passer par des systèmes offshore et on va un peu exploser le système. On va passer en dehors des médias traditionnels et on va passer sous le tapis et vous allez voir ce que vous allez voir. Peut-être, ou alors peut-être que Zach Nani a vraiment dépensé une somme à 6 chiffres, mais de l'autre côté, on lui a déjà donné les sponsors et les annonceurs nécessaires pour être sûr au moins de revenir dans ses frais. Lui, il dit qu'il est pas sûr de gagner de l'argent avec cette histoire-là et que peut-être il va en perdre. Mais dans son discours, il dit qu'il s'en fout. Parce qu'il va réaliser un rêve, parce qu'il va kiffer. Et moi, c'est ça que j'aime dans son discours, il va kiffer. Alors maintenant, si je me projette, et pas que au vélo, je parle un petit peu à tous les sports. Alors, je vais rester à ma place, évidemment. Je reste à ma place. Le coup tordu, c'est, on va dire, un champignon à côté de l'arbre. Et encore un tout petit champignon à côté de l'arbre qui est Zach Nani. Maintenant, moi, pour, si vous voulez, ce podcast, cette plateforme média qui est en train de prendre forme, qui s'appelle le coup tordu, j'ai des ambitions à long terme. Je vous en parle, et ça, on le fait tous ensemble. Je vous en parle depuis la création du podcast. Ça va mettre du temps, ça va mettre longtemps, ça va faire sourire certains. Mais moi, dans mon idée, je veux qu'à un moment donné, on soit le premier podcast de cyclisme en Europe. En Europe, je dis bien, voilà, vous voyez ce que fait la Lanterne Rouge. Moi, je veux qu'on aille chercher ça. Alors, on va mettre du temps, évidemment. On va pas faire n'importe quoi pour le faire. Peut-être qu'on n'y arrivera pas, mais si je me projette à un horizon, on va dire, allez, 7, 8, 10 ans, qu'est-ce que j'imagine ? J'imagine un studio de podcast avec du matériel et quelque chose. On va pouvoir recevoir des coureurs, des managers. On va pouvoir vous proposer de la vidéo où on va kiffer tout simplement. Voilà, on va tout simplement kiffer. Tout ça, ça demande du temps. Ça demande des moyens, bien évidemment. J'ai mon plan dans ma tête, j'ai mon grenier qui est au-dessus, qui n'attend que ça. Et encore une fois, ça va mettre beaucoup de temps, mais c'est l'idée que j'ai
pour, si vous voulez, à long terme. Et puis les podcasts vont se développer, les vidéocasts vont se développer. Donc voilà, il va y avoir aussi des possibilités. Je pense à long terme, notamment avec les IA. J'envoie le podcast, on envoie le podcast avec Thibaut et Enzo. Le podcast est traduit en italien, en anglais, en australien. Donc il y a vraiment des possibilités infinies sur les 5, 10, 15 ans qui viennent. Et moi, je me projette là-dessus. Alors, encore une fois, pour l'instant, ça fait 2 ans et demi que le podcast existe. Et je suis... on est, voilà, je veux dire parce que c'est tous ensemble, on est au-delà des temps de passage que j'avais imaginé. C'est-à-dire que quand le coup tordu démarre, vous êtes à peu près une centaine à écouter les premiers épisodes. On a une page Facebook, vous êtes 50 ou 60. On est 2 ans et demi après. Vous êtes plus de 3000 sur Facebook, vous êtes plus de 3000 sur X, sur Twitter, vous êtes plus de 10 000 sur TikTok, vous êtes 700 sur YouTube, on a démarré il n'y a pas longtemps, et le compte Instagram, on vient quasiment de le doubler, vous êtes un petit peu plus de 1000, c'est très compliqué de monter sur Instagram. Donc ça commence à faire une communauté qui est assez sympathique. On commence à toucher de la monétisation TikTok, ça c'est la première fois, via les publications que j'envoie sur TikTok. Alors c'est pas colossal, hein, c'est quelques dizaines d'euros par-ci par-là, mais ça permet aussi de faire avancer le projet. Donc quand vous allez sur TikTok, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Alors le faites pas de manière automatique évidemment, mais surtout à regarder en entier les publications que je mets, parce que ça fera avancer également le coup tordu. Et surtout, au niveau des classements, dans la catégorie sport sur Apple Podcast, on se balade plutôt aux alentours de la 30e, 40e place, alors que l'année dernière, on était plutôt aux alentours de la 120e. On a eu des pics par moment. Alors après, ça fluctue évidemment, mais en tout cas, on s'installe sur un solide top 50. Et plutôt aux alentours de la 3e, 4e place des podcasts de cyclisme les plus écoutés en France. Donc on est encore une fois... Allez, moi, il y a 2 ans et demi, pour moi, c'est au-delà des temps de passage. J'ai un travail, j'ai une activité. Mon but, c'est pas, encore une fois, c'est de kiffer. Hein. C'est pas de faire un système où on va en vivre et bien en vivre. Le truc, c'est de kiffer. Pour ça, il faut des moyens. Donc, voilà. Donc, je voulais vous faire ce petit point-là. Et pour terminer sur Zach Nani, moi, je me dis, dans un futur moyen ou long terme, je me dis qu'il y a peut-être des courses. Alors attendez, là, je rassure les copains d'Eurosport s'ils écoutent le podcast, hein, il ne s'agit pas de rentrer en concurrence, de toute façon on ne peut pas le faire, on n'a pas les moyens, c'est pas du tout le sujet, mais je me dis que peut-être à un moment donné, il y aura peut-être des courses qui sont peut-être pas très chères, où on peut éventuellement récupérer les droits et que je pourrais vous proposer, voilà, qu'on pourra commenter avec Enzo, avec Thibaut, et que je pourrai, j'en ai pas parlé encore, mais qu'on pourra aussi vous proposer. Voilà, donc peut-être, j'en sais rien, peut-être que, je sais pas, peut-être que il y a peut-être des courses qui sont peut-être à quelques milliers d'euros au niveau des droits de diffusion. Il y a peut-être des courses qui n'ont pas de diffuseur. On arrive, on pose un billet, on a la course. Donc tout ça, c'est aussi, voilà, j'avais pas eu l'idée, mais tout ça, c'est des choses que j'aimerais faire rentrer dans l'écosystème du coup tordu à moyen et à long terme. Et en ça, je trouve l'idée de Zach Nani totalement révolutionnaire. On est parti pour là, j'en ai des choses à dire aujourd'hui. Hein. On est parti pour la 3e étape du Tour du Danemark. Alors le parcours, on est sur un contre-la-montre, on est sur 14 km, c'est tout plat, il y a pas de talus. On fait une boucle, hein, c'est-à-dire on revient au point de départ. Il y a vraiment pas de technicité. Hein, c'est vraiment un chrono, ce qu'on appelle un chrono pour pur spécialiste. Au niveau de la météo, alors moi je mets un très 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 léger avantage au dernier partant, mais globalement voilà, on est sur un vent qui est pas dinguissime, qui devrait plutôt ralentir au fur et à mesure de l'après-midi. Donc vraiment mini avantage au niveau des derniers partants. Alors qu'est-ce que j'ai préparé pour ce Alors je vais rappeler que jouer avec excès comporte des risques, hein, ça c'est vraiment important. Je le dis, ceux qui ne jouent pas, ceux qui ne font pas de paris sportifs, je ne vous incite pas à le faire. Voilà, ceux qui le font, faites-le en votre âme et conscience, et surtout faites-le en management bankroll. Mais si vous ne vous sentez pas de le faire, ne le faites pas. Il y a aussi des jeux de fantasy qui sont totalement gratuits, et voilà, vous pouvez aussi regarder du vélo sans jouer. C'est absolument pas une obligation. Au niveau, donc voilà, je vous ai fait un petit peu le parcours et la météo. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse sur sur cette étape? Donc, on a Mats Pedersen qui est favori sur le Boucref, il est favori à 1,44. Je le cotais à peu près aux alentours de 1,50. Donc, pour moi, il n'y a pas une value de dingue, même si j'ai du mal à imaginer que Mats Pedersen soit battu. Pour lui, il est à domicile, c'est une course objectif. Il devrait pas être emmerdé par la météo et surtout il va avoir les temps de référence de ses adversaires. Donc voilà, maintenant
1,44, c'est pas incroyable. Je vais regarder quand même. Là, c'est sur le Bookref. Je vais quand même aller voir parce que rappelez-vous la dernière fois quand je vous ai donné sa victoire au classement général à 2,10 sur sur ce tour du Danemark. Sur le Bookref, il était à 1,72. Donc des fois en FR et en France, chez nos amis de l'ANJ, on peut de temps en temps obtenir des cotations bien meilleures. C'est bizarre, mais ça arrive. Bon, ouais, si on revient sur le comment dirais-je, sur les cotations, même en France, on est sur du 1,45. Donc pour moi, il y a pas, c'est assez bien coté. Pour moi, il n'y a pas vraiment de value si vous voulez aller pour ou contre Mats Pedersen. Alors j'ai essayé d'analyser un petit peu les coureurs les uns avec les autres. Alors j'ai pas compris pourquoi. Alors je sais pas si c'est sorti d'un tipster ou si c'est un trucage d'un site de paris sportif. Au niveau des PLT sur le classement général, j'ai pas compris les mises qui sont ou qui seraient parties sur Axel Zingle. J'ai vu notamment sur le book de Patrick Bruel qui avait beaucoup de mises sur Axel Zingle au niveau du classement général sur ce tour du Danemark. Axel Zingle, faut savoir qu'après sa blessure, alors il a fait du sport, mais il a fait sa première séance de vélo le 23 juillet. Donc Axel Zingle, on est le 13 août, il est encore en phase de reprise. Et depuis le 23 juillet, il n'a pas touché son vélo de chrono. Et j'ai jamais entendu parler dans une interview ou dans les déclarations de l'équipe que il voulait faire d'Axel Zingle un goût du contre-la-montre, sachant que évidemment, pour être performant sur ce Tour du Danemark, va falloir faire quelque chose sur ce contre-la-montre. Donc ça, je vous avoue que j'ai pas vraiment compris. Au niveau, je voulais vous parler également d'Alex Segart. Alex Segart, alors pareil, j'ai analysé un petit peu le Strava. Alex Segart, alors énorme rouleur, hein. Il vient de signer d'ailleurs à la Bahreïn. Pour moi, potentiellement un des coureurs qui peut aller chercher vraiment des podiums en grand championnat et vraiment beaucoup de podiums en grand championnat dans les années qui viennent. Sauf que Alex Segart, il était en stage en altitude, il était du côté de Sestriere et il est redescendu le 9 août. Donc là, on est le 13 août et la plupart des coureurs, alors tous les coureurs ne fonctionnent pas de la même manière, mais si on tire un petit peu à la majorité, stage en altitude, on redescend des montagnes. On a plutôt, on va dire, un contre-coup à J+3, J+4, jusqu'à J+8, J+9 après être redescendu du stage en altitude. Et à partir du 10e jour, on a un rebond inverse et c'est là où on va chercher son pic de forme jusqu'au 30e jour. Je ne sais pas si Alex Segart est prévu sur la Vuelta. En tout cas, le stage de préparation qu'il a fait est totalement cohérent avec une préparation optimale pour la Vuelta. Sauf que là, on va être à J+4 après sa redescente des montagnes à notre ami Alex Segart. Donc, je suis pas sûr, si vous voulez, qu'il ait les meilleures sensations sur ce chrono. Alors après, on va se méfier quand même du petit Price Petersen qui a été chercher un top 3 sur le tour de... C'était sur Tirreno en début de saison, sur un parcours à peu près similaire, à peu près la même distance, même dénivelé, à savoir du tout plat. Et il avait vraiment sorti un vrai bon chrono. Donc je pense que lui, dans une bonne journée, il peut peut-être aller faire chier Mats Pedersen. Alors parmi les prétendants également, Jakob Söderqvist, le Suédois. Alors lui pareil, hein, sa préparation elle est cohérente avec un objectif, on va dire un bon objectif sur ce Tour du Danemark. Seulement je crois qu'il va partir à 34-35 positions de l'arrivée. Il est 34-35e au classement général, donc il aura pas forcément les temps de référence. Donc voilà, je peux le mettre dans l'équation. J'irai pas dessus, mais voilà, c'est aussi un des mecs qui peut créer la surprise. Et enfin, notre ami Søren Warentscheld qui a gagné l'étape aujourd'hui. Donc lui, on le voit, hein, du côté des Uno X, on est aussi sur une course objective. Donc s'il y a quelqu'un qui peut peut-être un petit peu créer la surprise et battre Mats Pedersen, également c'est Søren Warentscheld. Alors après, il y en a qui me posaient, quelqu'un qui m'avait posé la question d'ailleurs sur les réseaux sociaux sur Tibor Del Grosso. Alors Tibor Del Grosso, il faut savoir que il a sorti son vélo de contre-la-montre pour la première fois depuis 2 ans avant-hier uniquement pour faire les réglages. Donc ceux qui se disent les cyclo-crossman ils sont bons plutôt en contre-la-montre, c'est la vérité, mais sauf que il a absolument pas travaillé l'exercice si on en croit son Strava. Je vais partir sur un tout petit match-up pour pour cette 3e étape du Tour du Danemark. Je vais partir. Alors pour moi, il n'y a pas une énorme value si vous voulez. Niklas Larsen qui joue quelque chose au classement général. Alors
Ce qui m'emmerde un peu, c'est au niveau du matos, parce que Niklas Larsen, il est pas dans une grosse équipe. D'ailleurs, il fait deuxième du chrono des championnats du Danemark derrière Mats Pedersen, mais devant des mecs par exemple comme Søren Kragh Andersen. Je peux vous dire que quand vous claquez une deuxième place au championnat du Danemark, c'est quand même que vous êtes un sacré bon rouleur. Clairement, si on voit ce qu'il fait depuis le début de ce Tour du Danemark, bon bah pour lui c'est clairement une course objectif. Il y a pas de souci là-dessus. Il était à Uno-X l'année dernière. Ouais. Niklas Larsen, il est en forme. Deuxième du Car-Breizh Elite récemment. Donc voilà. Donc il est dans une dynamique. Il joue quelque chose pour le classement général. Il était dans le fameux coup qui a été au bout avec Mats Pedersen sur la première étape. Il y a un match-up contre Alex Segart. Je vais prendre Niklas Larsen. J'y vois une petite value qui est pas colossal si vous voulez, mais Niklas Larsen est à 2,37, Alex Segart à 1,53. Je vais prendre Niklas Larsen, on va mettre un min bet, on va aller sur du 0,08% de bankroll, à savoir 8 € sur une bankroll à 10 000 €, 4 € sur une bankroll à 5 000 €. J'y vais vraiment piano sur les match-up. Voilà, il y a un coureur qui est un bon rouleur, qui est dans un pic de forme et sur une course à objectif, face à un coureur qui est en phase de préparation. Je vais regarder d'ailleurs si Segart est prévu ou pas sur la Vuelta. En plus, il y a le petit avantage météo qui va bien. Il est pas prévu sur. Alors après maintenant, est-ce que les amis de la Loto ont donné leur équipe pour la Vuelta? Bon, les Lotos ont pas encore donné entièrement leur équipe pour la Vuelta. On a Livins, on a Sepulveda et on a Elia Viviani. Bon, moi, sur la préparation que je vois, pour moi, Alex Segart, je pense très clairement qu'il sera sur la Vuelta. Est-ce qu'il a fait un grand tour d'ailleurs cette année? Il n'y a pas eu de grand tour cette année, donc voilà. Pour moi, il sera sur la Vuelta. Donc, on a un coureur qui est très probablement en phase de préparation, à moins que il soit sur le Tour du Benelux et que le Tour du Benelux soit vraiment une course objectif aussi pour lui. Je le conçois totalement. Donc, on est sur un coureur qui est sur un pic de forme et qui joue quelque chose face à un coureur qui est en phase de préparation, aussi talentueux qu'il soit. Donc, voilà, je prends plutôt la value sur notre ami Niklas Larsen. Niklas Larsen, voilà, la cote à 2,37 et la BK 0,08% de bankroll. Bon, là, c'est vraiment du min bet. Merci pour ce coup tordu. On se retrouvera demain pour un nouvel épisode. Pour ceux qui, je vous en ai parlé, le podcast de Benoît Tréanton qui s'appelle Dans la tête d'un parieur, vous devriez avoir des nouveaux épisodes. Voilà, je fais un gros big up à Bebe. Donc voilà, son podcast, le podcast, une sorte de c'est un podcast de betting multisport. Donc on avait fait un premier épisode, donc je file un coup de main à Benoît sur ce podcast. J'anime. Après c'est son podcast à lui que j'anime. Là c'est vraiment les analyses de Benoît. Benoît, vous le connaissez, auteur du livre Vaincre la chance. Vous avez connu son podcast bien évidemment Parier gagnant, un goat des paris sportifs, notre ami Bebe. Donc voilà, c'est un podcast qui est entièrement dédié aux paris sportifs. Alors ça sera pas un podcast de tips, ça sera vraiment un podcast d'aide aux paris sportifs, podcast multisport. Donc logiquement demain dans la journée sur toutes les plateformes de podcast, vous devriez avoir, je crois qu'il m'a dit, vous aurez une preview pour la Ligue 1 avec des PLT, donc pour la Ligue 1 2025-2026. Vous devriez avoir aussi peut-être, je crois, la Ligue 1 féminine. Je crois qu'il a des choses de prévues également. Je crois qu'il y a du hand, il y a du rugby féminin. Enfin, il y a pas mal de choses. Donc, vous aurez au moins 1 ou 2 épisodes, sur vos plateformes de podcast. Donc, je vous redonne le nom du podcast pour ceux qui sont intéressés. Voilà, je fais un gros big up. Le podcast de Benoît Tréanton qui s'appelle Dans la tête d'un parieur. Il y avait eu un premier épisode test juste avant l'été. C'était sur la Coupe du Monde des clubs. Et d'ailleurs, il avait pris des values sur le Paris Saint-Germain en 8e de finale. Je crois que la cote, elle était à 1,30. Quand on y repense, c'est complètement incroyable. Et le Paris Saint-Germain en quart de finale, il y a eu une cote aux alentours de 2, enfin un truc comme ça. Donc voilà, là, on aurait pu appeler ça aussi la cote à Bebe, mais ça s'appelle Dans la tête d'un parieur. Et donc vous aurez des épisodes de dispo d'ici quelques heures, je pense, pour ce jeudi 14 août et à écouter pour votre week-end du 15 août. Merci les amis. Thibaut Chambre alias Thibaut, vous le retrouvez sur son compte X, son compte Twitter, Analyste Phoenix alias Enzo, sur son compte Analyste Phoenix et son site The Big Gear, et le coup tordu TikTok, Facebook, Instagram et X, Twitter. Allez, à demain, ciao les amis.